La quatrième édition du Forum des jeunes pour le climat FOJEC 4 a suscité beaucoup d'intérêt non seulement de la part des jeunes eux-mêmes, mais aussi des autres structures partenaires. Elles ont apporté leur contribution à la réussite de cette activité qui avait son pesant d'or pour sensibiliser les jeunes aux questions climatiques. Plusieurs panels ont été organisés lors de ces assises de 3 jours axés sur le thème « Jeunes, piliers de la nouvelle économie du climat et acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique ». Du 4 au 6 novembre 2024, ces jeunes ont réfléchi entre autres sur leur implication dans les organes de prise de décision à tous les niveaux, le renforcement de la sensibilisation et de l'éducation environnementale auprès des jeunes. Le représentant du secrétariat général en charge des peuples autochtones, déjà présent à la marche de sensibilisation, a fait remarquer que le ministère de l'Intérieur accorde une attention particulière aux questions du climat qui affectent les peuples autochtones, ce qui a poussé le gouvernement à promulguer la loi sur les peuples autochtones et qui doit être transversale. 8 chapitres qui comportent 3 axes. Dans le premier axe, on parlait de la vulgarisation elle-même, donc il fallait procéder aux sensibilisations et autres. Mais comment on devait faire la vulgarisation? On a compris que la loi a une transversalité qui demande le concours des autres. Et dans ce même feuille de route, on a parlé d'un cadre, il fallait mettre en place un cadre interministériel, parce qu'à l'intérieur de la loi, il fallait également avoir des mesures d'accompagnement, des mesures d'application. Et le troisième axe, c'était en rapport avec le cadre pluriacteur, c'est-à-dire le gouvernement, la société civile et tout le monde qui pouvait être dans cette loi. Les jeunes doivent également être sensibilisés sur les questions foncières, le foncier étant la base de tout, a rappelé la représentante de la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF. L'implication des jeunes dans les plaidoyers pour des solutions en matière de gestion forestière, par exemple, est un aspect qui doit intéresser la jeunesse, a souligné le coordonnateur du groupe de travail forêt, Bienvenue Ngoy. L'importance du plaidoyer, aussi bien des jeunes que de toutes les parties prenantes, pour des solutions que nous essayons d'obtenir aujourd'hui. La jeunesse doit penser globalement tout en agissant localement. Notre rôle ne va pas rester au niveau des réflexions globales, mais nous devons également agir localement. Nous devons être acteurs. Comme ça, nous combinons les réflexions qui nous alimentent en esprit et sur le plan de l'intellect, mais aussi les actions concrètes sur le terrain. Voilà pourquoi la forêt étant reconnue aussi dans son rôle des émissions de gaz à effet de serre presque à 20%, il est important qu'on puisse avoir un regard particulier pour sa bonne gestion et pour sa meilleure contribution au niveau de la stabilisation du climat. Et en particulier dans les réformes forestières, pour que les préoccupations que nous soulevons aujourd'hui, dans le cadre par exemple de la révision du code forestier, qu'il y ait des questions liées au changement climatique qui puissent transparaître de manière claire. Toute notre expérience en matière de promotion de la RED+, nous avons été reconnus comme étant un meilleur élève à travers le monde dans ces processus-là, que nous puissions récupérer les acquis qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, dans le domaine de la loi, et donc voir dans quelle mesure ces insuffisances-là doivent être comblées, et cette révisitation du code forestier est en cours, et donc on a voulu à ce que la politique soit mise en avant-plan pour qu'on puisse avoir une certaine harmonisation par rapport à la révision du code forestier. Et donc toutes ces matières-là, avec l'expérience que nous avons, on doit les inscrire déjà dans la prochaine loi révisée du code forestier. Issa Lingbelou est revenu sur l'implication des jeunes dans les changements qui interviennent, tant sur l'adaptation aux effets du changement climatique que sur l'atténuation. Vouloir ou pas, le changement va nous impacter. Vouloir ou pas, on aura de fortes pluies, même ici jusqu'à décembre, il y aura de fortes conséquences. Et tous ces mouvements-là
tous ces changements-là, ça impacte les communautés et ça va impacter notre vie, d'où la nécessité de se préparer à la fois sur l'adaptation et l'atténuation. On ne peut pas seulement aller pour s'adapter au moment où il n'y a rien, aucun programme national. Le programme national sur l'adaptation, c'est un document même qui n'a rien fait, d'où il faut prendre d'autres réalités. Donc il y a encore des choses qu'on doit travailler ensemble et d'où, lorsque la RED pose des jalons, il faut que les autres aussi, certains, en profitent. Si aujourd'hui il n'y avait pas la RED, on ne pouvait pas avoir même des politiques. Comment est-ce qu'un pays après 50 et qu'il n'y a pas de politique? Vous trouvez ça normal et alors vous avez dit qu'on va atténuer, on va s'adapter s'il n'y a pas une vision globale dans le long terme pour faire face au changement climatique qui va épargner personne. Adaptation ou atténuation des effets du dérèglement climatique, il convient de disposer des moyens conséquents à relever. Maître Edo Lela Kako, membre de Juristes pour l'environnement au Congo-Jirec, avant d'évoquer les conflits hommes-faune récurrents dans toutes les aires protégées de la République démocratique du Congo. Que ce soit au niveau de l'adaptation ou au niveau de l'atténuation au changement climatique, tout s'est fait en fonction d'abord de moyens que l'on dispose, mais aussi de nos priorités de développement et de notre contexte national. Donc, raison pour laquelle les CDN tels que présentés ne se ressemblent pas. Les priorités de développement de la RDC ne sont pas forcément les priorités de développement de la France ou encore du Gabon. Sur les conflits hommes-faune, certes, à travers tous les pays ou presque autour de toutes les aires protégées, la question elle est vraiment récurrente. Même là où nous travaillons au niveau du parc national de Salonga, à la Chuapa, donc il y a plus des problèmes liés au conflit homme-faune. Ce qui est sûr, c'est que dans ces zones où les aires protégées sont censées être avec les humains, il y en aura toujours. Le problème aujourd'hui, c'est le problème, comme vous l'avez évoqué, le problème de la loi, c'est de savoir qu'est-ce que la législation peut apporter comme solution à ces problèmes. Aujourd'hui, la loi spécifique, elle est muette, il faut le dire, donc il n'y a aucune disposition qui essaye de pouvoir apporter une solution à ce problème-là. Abattre une espèce protégée, comme vous le savez, constitue une infraction. Mais en revanche, lorsque c'est une espèce qui met en danger la vie d'une personne ou même toute une économie parce qu'il a ravagé la culture, eh bien, la loi ne dit rien. Donc, or, la conservation est faite pour l'homme. Donc, c'est à ce niveau-là que bon, il y a une initiative parlementaire qui a été initiée, permettez-moi la tautologie, et nous avons eu à travailler dessus pour accompagner. Justement, c'est là donc on a eu à intégrer les questions liées au conflit homme-faune. On s'est inspiré également des autres pays, notamment du Rwanda ici, au Burkina. Donc, il y a des législations qui donnent certainement cette responsabilité à l'État pour dire que vous êtes les propriétaires de la faune et donc lorsqu'il y a un préjudice, vous devez arriver à réparer. La 4e édition du Forum des jeunes sur le climat a donc eu le mérite de sensibiliser les jeunes autour de la question du changement climatique, de partager les expériences entre les jeunes sur différentes initiatives méconnues du grand public et échanger avec eux pour le renforcement de leurs capacités.